Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle journée consacrée à Rabelais. Rabelais à la forteresse de Chinon, ça s'impose. Alors, je suis ravi de faire la présentation aujourd'hui de Pascal Briouat. Pascal Briouat, comme vous le savez, peut-être pour nombreux d'entre vous, est donc professeur d'histoire à l'université François Rabelais de Tours. Il est donc mon collègue et il enseigne aussi au Centre d'études supérieures de la Renaissance, à Tours, connu de certains d'entre vous ici. Alors c'est un grand spécialiste de l'histoire des sciences et des techniques. Il nous arrive d'ailleurs, comme Thomas, à l'instant d'Angleterre, où il a parlé hier dans de doctes lieux. Son travail ici s'impose, étant donné le sujet qui nous réunit depuis quelques jours. Il a écrit de nombreux articles sur toute une série d'armes de guerre dont les noms m'échappent, mais sur les bombardes, sur toute une série d'armes belliqueuses. Voilà. Il a publié un important travail en 2002 qui s'appelle « Croiser le fer », voilà, avec deux collègues. Il est par ailleurs spécialiste aussi de Léonard de Vinci et de toutes les armes de guerre de Léonard de Vinci. Il a publié un livre, Léonard de Vinci, homme de guerre, à ce sujet. Enfin, Pascal Briouat s'intéresse aussi à la dimension valorisation des recherches universitaires. Il travaille dans le cadre du CESR à un programme qui s'appelle Intelligence des patrimoines, une mise en valeur et donc il était tout indiqué pour venir faire une présentation ici dans ce lieu qui est un lieu mixte, qui est pas l'université, qui est pas non plus voilà. Et donc faire le va-et-vient entre les disciplines que nous enseignons à l'université et puis une diffusion plus large. Voilà. À ce titre, il a peut-être son principal fait d'armes. Il a dirigé, combien tu me disais, 500 lansquenets pour la célébration en 2015 de la bataille de Marignan. C'était tout à fait impressionnant et inédit. Voilà. Et je ne sais pas si on fera la même chose pour Pavie. Voilà. On verra, on réfléchira à ça, on a un peu de temps. Voilà. Donc la présentation que va nous faire Pascal s'intègre aussi à la journée d'hier, puisque Mireille Huchon a laissé en suspens la question de gymnaste, et donc je crois que c'est le sujet qui te concerne maintenant. Voilà, à toi de... Merci Stéphane pour cette généreuse présentation. Oui, donc mon idée aujourd'hui, c'était de vous parler de deux chapitres essentiellement de Rabelais, qui est d'une part le chapitre 23, où Rabelais explique comment le jeune géant gargantua est instruit en art militaire par l'écuyer gymnaste, et encore le chapitre 35, où il est beaucoup question de l'écuyer gymnaste et de ses aptitudes. Alors, si aucun traité du temps ne nous permet de savoir exactement en quoi a consisté cet entraînement complet, en revanche, on dispose des collectanea de Pietro Monte. Je vais vous reparler de Pietro Monte. Vous avez vu une médaille qui le représentait. Et ces collectanea, publiés en 1509 à Milan, offrent un parallèle frappant avec les exercices décrits par Rabelais. Et or, Pietro Monte fut l'ami et maître d'armes de Galeazzo Sanseverino, monsieur Galéa de Saint-Séverin, comme on l'appelle dans les archives françaises, et Galeazzo Sanseverino, beau-frère de Ludovic le Mort, mais qui a fini par le trahir et qui a été embauché par Louis XII et qui est devenu le grand écuyer de France sous Louis XII et sous François Ier, et qui est mort sur le champ de bataille de Pavie, était connu de Rabelais. Il se peut donc bien que l'écuyer tourangeau, puisque l'écuyer gymnaste était théoriquement tourangeau, décrit par Rabelais, ait eu pour modèle
un écuyer et surtout un condottiere milanais, qui était ce fameux Pietro Monte. Un chevalier à ce point exemplaire qu'il fut loué par Balthazar Castiglione dans le livre du courtisan. Et dans le livre du courtisan, il y a à la fois l'éloge de Monte et l'éloge de San Severino, où pour Castiglione, qui avait rencontré les deux hommes alors qu'il avait 15 ans, étaient les plus grands chevaliers de la chrétienté. Alors, histoire de rappeler un petit peu les choses, je voudrais que nous relisions ensemble simplement pour commencer, puisque en fait je vais commenter un texte, ce chapitre de Rabelais. Se fait Isoué le avec que eux, un jeune gentilhomme de Touraine, nommé l'écuyer gymnaste, lequel lui montrait l'art de chevalerie. Changeant donc de vêtements, montait sus un coursier, sus un roussin, sus un genet, sus un cheval cheval légier, et lui donnait sans carrière, le faisait voltiger en l'air, franchir le fossé, sauter le palis, court tourner en un cercle, tant à dextre comme à senestre. Là rompouait non la lance, car c'est la plus grande rêverie du monde, dire j'ai rompu 10 lances, du monde, dire j'ai rompu 10 lances en tournoi ou en bataille, un charpentier le ferait bien, mais louable gloire est d'une lance avoir rompu 10 de ses ennemis. De sa lance donc affairée vers des rouèdes, rompouait un nuit, enfonçait un harnois, acculouait un arbre, enclavouait un anneau, enlevait une selle d'armes, un haubert, un gantelet. Le tout faisait armé de pied en cap. Au regard de fanfarer et faire les petits popismes sus un cheval, nul ne le fit mieux que lui. Le voltiger de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison. Singulièrement, était après à sauter hâtivement d'un cheval sur l'autre sans prendre terre, et nommait-on ses chevaux désultoires, et de chacun coûter la lance au poing, monter sans estrivier et sans bride, guider le cheval à son plaisir, car telles choses servent à discipline militaire. Je veux que vous ayez le texte sous les yeux. Un autre jour s'exerçait à la hache, laquelle, tant bien coulouée, tant verdement de tout pic resserrouée, tant souplement avalouée en taille ronde, qu'il fut passe chevalier d'armes, en campagne et en tous essais. Puis, branlouer la pique, sacouer de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnol, de la dague et du poignard, armé, non armé, au bouclé, à la cape, à la rondelle. Luttouer, courir, sauter, non à tous les pas un saut, non à cloche-pied, non au saut d'allemand, car, disait Gymnaste, tels sauts sont inutiles et de nul bien en guerre. Mais d'un saut perçoit un fossé, volouer sur une haie, monter 6 pas en contre une muraille et rompouer en cette façon à une fenêtre de la hauteur d'une lance. Hissant de l'eau rouènement, montait en contre la montagne, et dévalouait aussi franchement, gravouait les arbres comme un chat, sautait de l'une en l'autre comme un escurieux, abattouait les gros rameaux comme un autre, et avec 2 poignards acérés et 2 poinçons éprouvés, montait au haut d'une maison comme un rat, descendait puis du haut en bas en telle composition des membres que de la chute n'était aucunement grevé. Jeter le dard, la barre, la pierre, la javeline, les pieux, la hallebarde, enfoncer l'arc, bandouer, estreint les fortes arbalètes de passe, viser de l'arc-boute à l'œil, affûtouer le canon, tirouer à la butte, au papagaï, du bas en mont, d'amont en aval, devant, de côté, en arrière, comme les partes. Voilà. Alors, ce texte, il fallait qu'on le lise parce que c'est vraiment... je vais essayer d'entrer dans le détail de chacune de ces choses-là et vous montrer les parallèles frappants avec la grande œuvre de Pietro Monte qu'on appelle les Collectanea. Alors, commençons peut-être par voir qui était, ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui était Pietro Monte et comment Rabelais a-t-il pu avoir connaissance de ce natif d'Ombrie qui n'est en fait jamais venu en France. Alors, plusieurs pistes peuvent suggérer la manière dont Rabelais a pu être familier de Pietro Monte. L'une d'elles
et la connaissance que Rabelais avait de Geoffrey Tory. Je rappelle que Geoffrey Tory est l'auteur du Champfleury. Le Champfleury, vous savez, c'est ce texte qui montre comment développer le canon idéal pour les lettres, le canon esthétique là pour le coup, pour les lettres. Et Champfleury est en relation avec Jean Péréal. Et Jean Péréal était venu en 1494-95 à Milan, où il avait pu fréquenter et Léonard et Pietro Monte. Donc là, il y a un lien possible. Je rappelle aussi que les rapports entre Léonard et Rabelais, pour ténus soient-ils, peuvent être identifiés dans les rêveries de l'homme de Chinon sur le Pantagruélion, sur la navigation à voile et sur les vues à vol d'oiseau. Donc il y a des liens qui sont pas très évidents, mais qui sont néanmoins réels sur le sujet. Donc première piste, Champfleury, etc., le Geoffrey Tory, etc. Deuxième piste, le grand écuyer de France, Galeazzo Sanseverino, qui lui a vécu en France et qui plus est a vécu dans la région. Et qui était au service de Louis XII depuis 1500, puis continuera à être au service de François Ier jusqu'à sa mort en 1525. Sanseverino était celui qui achetait les chevaux de Louis XII, qui était le grand écuyer de France, et qui achetait, il traduisait, il achetait les Ferrari du roi de France, hein, globalement. Je rappelle que le symbole de la Ferrari, c'est par ailleurs un cheval. Mais à l'époque, un destrier de guerre, on va les chercher dans des lieux spécifiques, on les achète à Maximilien empereur, on va, en tout cas, il faut un spécialiste. Et Sanseverino était considéré comme un des grands spécialistes de la voltige et de l'équitation. Quand Rabelais était adolescent et tout jeune homme, la figure de ce cavalier d'exception qu'était Sanseverino était extrêmement célèbre en France. Et a fortiori, ici, dans notre région. La troisième piste possible est celle des cours cardinalistes que Rabelais fréquenta à Rome avec Jean du Bellay en 1535, soit 2 ans après la publication de Gargantua. Et Monte était très connu dans les cours cardinalistes parce qu'il y était très présent. Il avait lui-même un oncle qui avait été cardinal. Bon, enfin bref. Alors, qui était au juste Pietro Monte? Alors, nous connaissons son profil à l'antique. Je crains que vous ne le voyez guère sur cette projection. J'en suis désolé, ça apparaît beaucoup mieux sur ma diapositive. Mais bon, disons que on n'a pas de portrait de lui, on a ce profil de médaille. Et on a cet envers. Et l'on sait qu'il naquit soit en 1455, soit en 1457. Il est à peu près contemporain de Léonard de Vinci. Et d'après la fine étude de Marie-Madeleine Fontaine sur Pietro Monte, elle a fait un magnifique ouvrage sur le sujet. On sait aujourd'hui, ça a été discuté parce que les Anglais pensaient différemment, mais je suis complètement Marie-Madeleine Fontaine sur le sujet. Il est le fils d'Ugolino, marquis del Monte, condottiere de métier. À 23 ans, après une sérieuse éducation humaniste, mais aussi une éducation militaire auprès de ce genre de maîtres d'armes qui sont à Milan et que Bramante a eu la gentillesse de représenter pour nous sur une fresque d'un palais des Visconti qui aujourd'hui a été déplacé à la Pinacothèque de Brera à Milan. Et voilà le genre de personnages qui ont formé Pietro Monte à l'escrime, puisque les formateurs eux-mêmes ont été formés à un moment ou à un autre, donc voilà. À 23 ans, Pietro Monte a déjà une troupe de 200 hommes d'armes. Moi, j'avais 500, mais bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais il avait 23 ans. Et ces 200 hommes surentraînés,
il les emploie au service des Florentins contre Naples en 1478. Et 2 ans plus tard, il affronte les Vénitiens pour le compte des mêmes commanditaires lors de la guerre de Ferrare, notamment lors du siège de Forlì. Alors il est possible, comme le suggère Marie-Madeleine Fontaine, qu'en 1481-82, Monte ait fait un premier séjour en Espagne et qu'il y ait connu des personnages importants. Je passe là-dessus. Disons qu'en 1484, il combat les Génois et en 1486, il assure la défense de Montepulciano. Vous voyez, on a une sorte de chevalier condottiere et itinérant, entrepreneur de guerre, qui loue les bras de ces spécialistes de la guerre et les siens aux plus grands seigneurs du temps, voire aux républiques de la péninsule. En 1487, toujours au service des Florentins, il défend la forteresse de Sarzanello lors de la guerre de Sarzana, avant de se marier l'année suivante avec une fille de condottiere originaire de Pérouse. Donc on perd un peu sa trace, mais il est assurément en 1480... Excusez-moi d'être un peu long sur la présentation de ce personnage, mais c'est intéressant parce que vous allez voir qu'il a été partout et qu'il a une formation qui force le respect. 1491, en Espagne, il est à la cour d'Isabelle la catholique. 1491, vous voyez, on est 1492, va y avoir le fameux siège de Grenade, et ben il est là. Et en 1491, il rédige un ouvrage très important, dont je vais me servir, comme Marie-Madeleine Fontaine s'en est servie, qui s'appelle le De Dignocendis Hominibus. En gros, comment faire pour choisir les hommes, pour bien choisir les hommes. C'est vrai que quand vous choisissez votre lansquenet, il faut faire son marché, il faut être sûr de ne pas se tromper. Et l'ouvrage est dédié à l'infant d'Espagne, Juan, et donne des conseils de formation militaire. Et là, vous commencez à vous dire, ah oui, mais tiens, Gargantua, la formation d'un jeune prince, d'un jeune géant, vous voyez, on a là des parallèles quand même frappants. Alors, dans le De Dignocendis Hominibus, il y a comment préparer son corps à la lutte, comment lancer des javelots, comment connaître les chevaux et les hommes d'après leur tempérament, etc. Donc, pardon. Je suis en train de me tromper de... Voilà. On est ici assez proche du texte de Rabelais sur la formation Gargantua. Monte, en tout cas, fréquente à ce moment-là la très haute noblesse. Il est ami, par exemple, du grand maître de Calatrava. Vous savez, c'est ces ordres de noblesse en Espagne qui sont très importants dans le contexte de la Reconquista. Et il semble que Monte ait participé à la guerre de reconquête de Grenade et qu'il ait acquis au passage les techniques de monte à la jeunette, comme on dit, qui sont des techniques que les Espagnols avaient eux-mêmes piquées aux Arabes et qui sont des techniques de monte où on lance à cheval le javelot, etc. Ce que je dis là va nous servir par la suite. Voilà. Alors, on le retrouve en 1492, après la chute de Grenade, on le retrouve en Italie. Il entre à Milan. C'est là qu'est publié le De Dignocendis Hominibus en latin. Il a probablement été écrit en espagnol au départ, mais c'est probablement Isabelle de Castille qui a dit non, mais bon, votre espagnol est mauvais, écrivez donc en latin, ce sera mieux. Et donc, il a écrit en latin cet ouvrage et, tant qu'à faire, il l'a publié. Et quand il arrive en Italie, il se balade un petit peu entre Milan, Naples et Rome, et il fréquente les grandes familles de condottiere, dont les Sanseverino. Et ainsi que les cardinaux, par exemple le cardinal Carafa. Donc là, on est très proche de, vous voyez, tous ces milieux que Rabelais va connaître d'une façon ou d'une autre. En 1494, pendant qu'il passe juste pour vous dire,
j'ai pas encore parlé de ces ouvrages, mais ces ouvrages sont remarquables. C'est-à-dire que quand il décrit des techniques militaires, on va entrer dans le détail, il explique aussi comment il faut se former aux techniques militaires et former son corps, et lui-même conseillait d'aller à la palestre tous les jours, et lui-même devait être une brute considérable. On a dans le De Dignationdis Hominibus un petit passage où il dit, tiens, oui voilà, j'ai vu à Rome, dans la cour pontificale, j'ai vu une statue de bronze d'Hercule qui a survécu. Il dit, ouais, globalement, physiquement, c'est moi. Ça vous donne une petite idée quand même de l'immodestie peut-être du personnage, mais je pense que là-dessus, il ne trichait pas, quoi. C'était le Teddy Riner de l'époque, si vous voulez. Et il était effectivement, à cette époque, un condottiere extrêmement reconnu, à l'importante carrière militaire, et employé par le pape. Par exemple, en 1494, il est dans un camp en Romagne et il réclame au pape la solde de ses mercenaires. Parce que, vous savez, sans pépette, il n'y a pas de mercenaires. Donc, voilà. Donc, on ne sait pratiquement rien de la vie de Monte en 1495, mais on soupçonne que c'est l'époque où il réside à Milan et qu'il est familier de la cour de Ludovic le Mort, qu'il est le maître d'armes de San Severino, l'ami de Léonard de Vinci, qui le mentionne dans le Codex Atlanticus. Vous voyez comment je rencontre ce personnage, moi, de mon côté. Et il organise aussi des joutes, ce qu'on appelle en anglais un pageant, des grands spectacles militaires. Par exemple, le tournoi des hommes sauvages avec son maître et avec Léonard de Vinci. Voilà. Après cette date, la carrière de Monte est essentiellement militaire et s'achève tragiquement à la bataille d'Agnadelle. Ah oui, pour le physique de Pietro Monte, bon d'accord, c'est Hercule, il semblerait qu'il ait louché. Il y a un petit document qu'a publié dernièrement notre collègue Florence Salazar qui prouve que on disait qu'il louchait un peu. Alors Hercule, certes, mais bon, voilà. Voilà, donc les derniers textes qui parlent de Monte en 1509 sont très tristes parce qu'on y voit Pietro Monte qui a été un grand savant aussi, j'ai oublié de le dire. Ses réflexions sur la physique et notamment sur la balistique sont des réflexions totalement incroyables. Il semblerait qu'il ait fait les expériences de jet de pierre depuis une tour, vous savez, juste à un siècle avant Galilée, et qu'il ait eu les mêmes conclusions que Galilée qui contredisent Aristote. Faut avoir du cran pour à l'époque aller contre 2000 ans de science. Enfin, vous voyez qu'a priori, on ne devait pas trop l'embêter. Et donc, ce personnage incroyable dont j'ai appris à reconnaître l'intelligence scientifique, philosophique, etc., ce personnage, un certain jour de 1509, dit « Bon, voilà, c'est un beau jour pour mourir ». Et il y va à la tête de l'infanterie vénitienne contre l'armée de France. Et il meurt. Voilà l'histoire un peu de Pietro Monte. Et je voudrais maintenant passer, quand même, pour vous donner une petite idée de ce qu'était le type de capacité de Pietro Monte, de capacité militaire de Pietro Monte. Il y a un passage dans les Collectanea de Pietro Monte qui correspond d'ailleurs à des dessins de Léonard de Vinci. Il semblerait que Léonard de Vinci ait écrit un traité pour un maître d'armes milanais qui s'appelait Gentile Bori, un traité d'escrime expliquant comment se défendre contre un cavalier à cheval quand on est un fantassin. Et donc vous voyez sur ce dessin de Léonard de Vinci qui est à l'Académie de Venise, on voit effectivement ce genre de choses. Et ça correspond très exactement à un texte de Pietro Monte qui vous explique, sans trembler, comment on peut faire. C'est-à-dire quand on est un fantassin seul et qu'on a en face de soi un chevalier qui arrive à 40 km/h à toute vitesse, en armure de plate et qui est prêt, comme dans le texte de Rabelais,
à vous défoncer la selle, l'armure, etc. Et on a l'impression en lisant ce texte que Pietromonte sait parfaitement de quoi il parle, c'est comment dévier la lance, etc. Et mieux que ça, on a l'impression qu'il l'a fait. D'ailleurs, on sait que dans la guerre entre Florence et Venise, qui a lieu au début du XVIe siècle, Pietromonte est à la tête d'une petite escouade de fantassins, et il tient tête à un escadron de cavalerie, avec des hallebardes et avec des... Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voilà quelqu'un qui a une réputation non tout à fait méritée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entraînement d'un chevalier selon Pietromonte? Alors, on a un autre texte, en dehors de celui de Pietromonte, et je viendrai là-dessus à la fin, qui est le texte de Boucicaut, sur lequel je reviendrai. Mais je vais très vite. Alors, d'abord, rappeler simplement quels sont les grands textes. Vous voyez le De Dignocendis Hominibus, vous voyez les Collectanea, voilà à quoi ressemblent les Collectanea de Monte, qui sont un grand texte que désormais nous avons publié à la bibliothèque Mazarine, et grâce au Centre de la Renaissance. Et voilà, donc dans Gargantua, si je résume, nous avons l'équitation et la voltige, nous avons la joute, nous avons l'escrime de tout bâton, nous avons la hache, la pique, l'épée à deux mains, l'épée bâtarde, la rapière, la dague et le poignard, l'escrime en armure, l'escrime au bouclier, à la cape, à la rondache, la lutte, le saut, l'escalade de maison, jeter le dard, la barre, la pierre, la javeline, les pieux, tir à l'arc, à l'arbalète, à l'arquebuse, au canon. Vous vous rappelez, je résume simplement ce qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, tout ça, vous l'avez chez Pietromonte. D'abord, vous avez des choses très très claires chez Pietromonte sur la question de la voltige, par exemple. Et sur la voltige, là j'ai traduit simplement dans les Collectanea les grands titres, hein, les 4 volts ou tours que l'on doit exécuter à cheval, des évolutions qu'on a l'habitude de faire sur un cheval où on selle communément, des diverses voltes, de quelle manière observer les grandes voltes, des voltes de demoiselle ou de la dame. Et alors, toutes ces choses-là, chez Monte, vous avez la possibilité de retrouver tous les types de voltes, tous les types de tours de voltige de l'époque. Alors, Marie-Madeleine Fontaine, dans le livre que je tiens à votre disposition, qui est ici, rappelle un peu tout ça. Mais moi, j'ai repris dans le texte de Monte, vous voyez, la percada, la gagliardesca, la demi-pomata, la pomata complète, la mora, la demi-mora, la passavolta, le tour de l'étrier ou de l'étrivière, le tour de la dame, le tour de Médina, la montesina, ça c'est l'œuvre de Monte lui-même, donc c'est un tour dont il est fier, la groppada, la rotata, la peregrina, la sforzata, évidemment en l'honneur de Ludovic le Mort, et la corrida. Alors, ces choses-là, en fait, nous sont connues. Nous sont connues, alors, par les descriptions de Monte, mais nous sont connues aussi par des dessins tardifs. Par exemple, ici, vous avez une groppada, en liberté, d'après Pluvinel, au XVIIe siècle. Vous avez ici encore une cabriole, décrite aussi par Pietromonte. Si on veut remonter au XVIe siècle, on a chez Cesare Fiaschi des choses tout à fait intéressantes, etc. etc. Alors, ici, l'ouvrage de Monte sur l'équitation est quand même intéressant. Rabelais insiste justement sur l'importance de l'équitation et de la voltige, comme d'ailleurs Filippo Valentini, auteur d'un traité dédié à Hercule d'Este en 1540, qui évoque l'équitation, le tir, le combat en armure, la natation, la chasse. Donc vous voyez, vous avez des traités dans ces années 1535-1540 qui parlent de ces choses-là. Et Rabelais fait allusion justement à un célèbre écuyer de Ferrare, vous vous rappelez dans le texte. Alors, de qui s'agit-il? Alors, peut-être s'agit-il du garde des harnais de l'écurie du roi, qui s'appelait Romain Véra, établi à Blois et naturalisé en 1528. Peut-être, si on parle d'un Ferrare, peut-être il s'agit du jeune Cesare Fiaschi, qui publie plus tard, mais qui est déjà présent à Ferrare à ce moment-là.
qui a fait un traité des modes de brider et de ferrer les chevaux. Et Pietro Monte apporta sans doute des choses très intéressantes à l'équitation française en étant le maître de Galeazzo Sanseverino, qui domine effectivement l'équitation française et qui apporte toutes les techniques de monte des Espagnols aussi. Donc on a les Italiens, les Espagnols, etc. Donc Monte présente dans le De Dignotionis Hominibus plus de 30 tours ou volts et il est très soucieux de l'enchaînement des figures. Alors, donc parmi ces choses, vous avez évidemment la joute et le combat à cheval qui est cité par Rabelais. J'avance plus vite parce que je veux finir dans les temps. Vous avez par ailleurs au chapitre 111 de Monte, quelle doit être la selle à la ginette que les Espagnols et les Africains ont l'habitude d'utiliser. Vous voyez là les techniques espagnoles qui arrivent en Italie, de la selle que les militaires aux armes lourdes utilisent, des munitions à prévoir, de la façon de manier la lance lourde, de la façon de toucher facilement avec la lance contre la cible, de la façon de porter des grosses lances. Tout ça, c'est vraiment les savoirs de l'écuyer gymnaste. Ensuite, il y a l'escrime de tout bâton. L'escrime de tout bâton, je rappelle notamment que Rabelais commence par la question de la hache et montre que l'écuyer gymnaste est particulièrement féru du ludo des haces. Et ce jeu de la hache, c'est à la fois la hache et la hallebarde. En fait, c'est la hache d'armes et c'est la hallebarde. Et notamment ce qu'on appelle en Italie la ranca, c'est-à-dire chez nous la guisarme. Mais en fait, chez Monte, vous avez des détails sur à la fois la façon de forger, mais la façon de manipuler la hallebarde, la partisane, la guisarme, la hache, etc. Et vous avez aussi des chapitres sur toutes les sortes d'épées, sur l'escrime en armure, quelle part doit opter le fantassin avec des armes courtes, et lorsqu'il est en armure de plate. Vous vous rappelez que chez Rabelais, il est question de l'escrime armé. Alors l'escrime armé, voilà le type d'armure que Pietro Monte utilisait. Celle-là, elle est complètement contemporaine de Monte. On sait que Monte fréquentait aussi beaucoup l'armée de Maximilien et donc il était assez familier des armures allemandes. Et le jeu d'escrime en armure, c'est précisément le type d'escrime qu'on enseigne à Milan et auquel Pietro Monte a été formé auprès de Gentile Bori. Oui, ça, ce sont donc des extraits de Fiore dei Liberi. Et là, on pourrait montrer, vous voyez, là j'ai tout repris, mais chaque chapitre des Collectanea de Monte reprend très exactement des détails sur les techniques sur les techniques de fabrication d'armure. Voilà. Alors sur l'épée, il y a beaucoup de choses chez Monte. Voilà l'épée à deux mains dont parle notre ami Rabelais. Et les techniques d'épée à deux mains sont justement bien décrites par Gentile Bori et par Fiore dei Liberi. Voilà. Technique d'épée à deux mains, vous voyez ici en pratique avec Mélansquenet sur le champ de Marignan. L'épée bâtarde ou épée lansquenette, c'est une épée plus petite, vous voyez, qu'on porte à la ceinture. Alors, on voit mal ici cette épée, mais elle a une garde dite en padane. Voilà. Et ici, j'aurais pu vous montrer, mais c'est pas très lisible, donc je passe. L'épée à l'escrime à la rondache, hein, l'escrime au bouclier, dont parle Rabelais, vous voyez, alors là c'est une représentation tardive, elle date des années 1570, mais ça donne quand même une idée de ce qu'est ce type d'escrime. Et voilà, et donc ça c'est très présent chez Pietro Monte. Vous voyez, l'escrime à la rondage, c'est quelque chose qui se pratique largement en Italie. L'escrime en armure, là vous en voyez d'autres exemples. La lutte, très présente, elle était très connue dans les traités italiens et dans les traités allemands de l'époque, mais dans le chapitre 3,
Voilà ce que dit Pietromonte. Si nous devons aller à la palestre pour acquérir la tempérance, chapitre 4, si l'on apprend à la palestre à tirer d'une seule main, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, chapitre 6, du mode d'exercer seulement un bras, chapitre 7, du mode d'exercer les deux bras, chapitre 7, de l'appréhension par le côté. Donc vous voyez, la formation du corps est quelque chose de très important. Alors, la course et le saut, je n'ai pas le temps d'en parler trop, mais vous voyez qu'elle est très présente. Il y a aussi l'escalade de maison, qui est décrite par Rabelais. Elle est également décrite par Monte. On voit ici des dessins de Léonard de Vinci ou des gravures de Valtorio qui montrent l'importance de cette technologie militaire. Jeter le dard, la barre, la pierre, la javeline, les pieux, c'est très très important pour Monte. D'ailleurs, une des caractéristiques des échanges entre Pietromonte et Léonard de Vinci, c'est justement sur le jet des pieux. Là, vous avez les dessins de Léonard qui correspondent à ça, du mode de lancer, tout ce que l'on voudra, des pierres volantes, du javelot ou de ce qu'on appelle vulgairement le dard. J'aurais pu vous montrer longuement le texte de Pietromonte là-dessus. Je préfère conclure en vous montrant une petite vidéo qui m'a été, mais qui dure 2 minutes, alors je dois saluer ici le camarade qui a réalisé cette vidéo et qui m'a autorisé à vous la montrer aujourd'hui, qui s'appelle Daniel Jacquet, qui est venu d'ailleurs au CESR. Et on va mettre le son si on peut. Voilà. Alors là, c'est le texte de Boucicaut, justement, qui date du XVe siècle. C'est la version française. Mais pour que vous compreniez ce qu'est cette formation de l'écuyer gymnaste. Vous allez voir que ça fait sauter un certain nombre de préjugés sur l'escrime en armure. Si devise les essais que Boucicaut fait jouer de son Corse pour séduire aux armes. Dont maintenant s'essaya à saillir su ce coursier tout armé. Puis autrefois courroué ou alloué longuement à pied pour accoutumer, avoir longue haleine et souffrir longuement travail. Autrefois fait rouer d'un collier ou d'un mal, grande pièce et longue, pour bien se dire ou arnouer et endurcir ses bras et ses mains à longuement férir, et qu'il s'accoutuma à légèrement lever ses bras. Item, il montait au revers d'une grande échelle dressée contre un mur tout au plus haut, sans toucher des pieds, mais seulement sautant des deux mains ensemble d'échelon en échelon. Item, ces deux parois de plâtre fussent à un bras, l'un près de l'autre, qui fussent de la hauteur d'un tour. À force de bras et de jambes, sans autre aide, monta tout au plus haut, sans chouer, au monter, ne au dévaler. 28 kilos d'armure. Pour les que chose exercitée duisit tellement de son Corse, qu'en son temps n'a été vu nul autre gentilhomme de pareille apertise. Car il faisait le soubresaut, armé de toutes pièces, fort le bassinet. Et ces choses sont vraies. Et à mains autres grandes s'apertisphère duisit tellement son Corse qu'à peine put-on trouver son pareil. Et en dansant, le faisouet armé d'un côte d'acier. Voilà, vous retrouverez ça sur YouTube facilement. Voilà, donc vous voyez, l'idée claire pour moi, c'est que
Rabelais a lu Monté. On le voit notamment grâce à tout le vocabulaire technique qui est utilisé et qui est emprunté à Pietro Monte. Et la preuve définitive, elle est effectivement dans Gargantua. Et bien sûr, d'autres sources sont possibles. Là, vous voyez qu'avec Boucicaut au XVe siècle, vous avez une source possible. Mais là où ça devient absolument incontournable, et ça, Marie-Madeleine Fontaine l'avait déjà prouvé, c'est que le vocabulaire technique utilisé est le même. Et Marie-Madeleine Fontaine parle essentiellement de la voltige. Ce que je revendique ici, c'est que c'est aussi le cas pour le maniement des armes et pour les divers types d'armes dont il est question dans les chapitres concernant l'écuyer gymnaste. Je vous remercie. Pour toi à ce sujet. Tu as beaucoup parlé du chapitre 23, des voltiges, tout ça. Tu as dit des choses qui moi, m'ont beaucoup apporté. Mais le littéraire que je suis se dit, ce chapitre-là, il est préparé par le chapitre 12, voilà, par le chapitre 12 dans lequel les chevaux factices de Gargantua, on a ces mêmes verbes de voltiger, une sorte de, allez, on va dire d'éducation primitive aux arts militaires, les chevaux, l'enfant qui joue avec son cheval de bois. Et donc, est-ce que, alors, soit on le lit comme éducation primitive et puis amélioration, Ponocrates, etc. Là encore, Erasme, civilité puérile et autres. Ou alors, on dit que, franchement, le passage sur les chevaux factices de Gargantua est délicieux. Et soit on le lit comme se répondant, finalement comme Gargantua et Frère Jean, se répondant. Perspective peut-être plus grotesque au sens où il y a une coprésence d'un discours noble, le tien, les tourmentés, et d'un discours non noble, celui du jeune enfant pas encore bien éduqué. Oui, alors ça m'amuse bien cette histoire parce que c'est quelque chose qui, dans une version de Richard III avec Toreton que j'avais vu à Nanterre il y a quelques années, justement il montait Richard III sur un cheval à bascule, et ce qui me paraissait être un contresens complet par rapport au texte de Shakespeare. Mais effectivement, là chez Rabelais... Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé du chapitre 12, c'est simplement que je voulais vraiment que la correspondance avec Monte soit la plus forte possible. Or, chez Monte, il n'y a pas de... Il y a ni cheval à bascule, évidemment, mais il n'y a même pas de cheval de bois de voltige. Quand Monte parle de la voltige, il l'a fait systématiquement toujours sur des chevaux ou des mules qui peuvent être tranquilles ou qui vont être tenus par la bride. Mais on travaille directement sur un cheval. Donc, quand je vous montre Daniel Jacquet faisant ça sur un cheval de bois, en réalité, il aurait fallu le faire sur un cheval. Si on voulait être vraiment sur la technique. Mais le passage, après j'arrête, hein, mais le passage que tu as si magnifiquement commenté, il est préparé par les chevaux factices. Ah, complètement. Voilà. Oui, tout à fait, il y a des échos. Et il y a cette ironie. Il y a cette ironie qui est là et qui est déjà, même dans le passage, je pense qu'il y a de l'ironie. Il y a toute une ironie, qui n'est pas celle de Cervantes, mais qui est... voilà, il fait tout. Ces jeux de répétition qui sont si caractéristiques de l'humour de Rabelais en font des tonnes aussi là-dessus. Et en même temps, il y a quand même une jubilation. Une jubilation des romans de chevalerie, une jubilation de tout ça, et une vraie connaissance des réalités militaires du temps. Je veux dire, dans les armes, je n'ai pas eu le temps d'entrer dans le détail, mais dans les armes, c'est très très spécifique. Là, on voit qu'il y a une parfaite connaissance de tout cela.